suis prêt. T'es prête, je suis prêt. Comment je fais? Bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Tout est OK au niveau de la technique? Parfait. Normalement, oui. Alors, on peut grossir l'image, c'est possible. Donc, très bien. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans la Camo, qui est une intervention. Je sais que mon nom est difficile. Canourg. Canourg de Mila. Nous vous avons démontré qu'à la retraite, votre niveau de rémunération peut diminuer de manière drastique si vous n'anticipez pas votre départ à la retraite. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous faire des différentes pistes qui s'offrent à vous pour essayer de maintenir votre niveau de rémunération. C'est le système légal de la retraite en France, la fin de vos revenus, tout simplement. Je vais juste nous dire juste quelle serait la retraite pour quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois. Oui, pour entrer en matière, on va donner un exemple concret. Donc, un gérant majoritaire avec une société basique commerciale qui aurait un revenu net de 8 000 €. Serait né en 1960, pour être concret. Aurait débuté sa carrière en 1980. En 2025, il déciderait de prendre sa retraite. Donc à 66 ans, 65 ans, on va dire, et quelques mois, tout fait concrètement à la retraite net entre 2 700 € et 2 900 €. Donc c'est beaucoup moins que 50%. On est plus près des 40 que des 50. Et ça, c'est pour à peu près toutes les caisses. J'ai fait un exemple sur les pharmaciens, c'est encore moins, entre 2 200 et 2 400 €. Les médecins, 2 700 et 2 900 €. Les experts comptables, très, très peu. Vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas savoir, je ne dis rien. Les artisans commerciaux, ça m'intéresse. 2 200 aussi. C'est très, très bas. Dans les pharmaciens particulièrement, et les experts comptables touchent vraiment pas beaucoup. Ouais. Et les artisans commerçants sont un petit peu au-dessus, entre 2 400 et 2 700 €. Avec une carrière pleine, sans trou, et en ayant bien gagné sa vie. Vous comprenez bien, quand vous avez votre revenu qui passe de 8 000 € par mois à moins de 3 000, à 2 700 ou 2 000 €, ça peut nous faire un petit choc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de dire anticiper ce départ à la retraite, anticiper cette baisse de revenus. En fin de compte, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, déjà, comme tout chef d'entreprise, nous allons aborder différents textes de loi. Alors, je suis un plan relativement simple. Si vous parlez de certains articles du Code général des impôts qui nous offrent des opportunités fiscales. Alors, les deux premiers articles dont je vais vous parler, c'est l'article 151 septième, l'article 150 au DGI, qui traite de la retraite. Après, je vous parlerai des exonérations qui existent en matière de transfert d'entreprise. Je vous parlerai du pacte du treuil, de plein épargne retraite, d'étalement des revenus exceptionnels. Parce que quand vous partez à la retraite, vous vendez votre entreprise, vous avez des revenus exceptionnels. Et voilà. Et ensuite, voilà. Donc, j'aborderai six sujets aujourd'hui. Soyons clairs, on ne peut pas en 1 heure développer de manière approfondie ces systèmes. Ce n'est pas possible. Le pacte du treuil, c'est au minimum 4 heures. L'exonération des plus-values, c'est 1 journée. Bon, on va survoler les différentes pistes qui s'offrent à nous et à charge pour vous de les approfondir avec votre expert comptable ou votre avocat fiscaliste.
Tout d'abord, je vous parle de l'article 151 septième du CGI. Le principe, c'est quoi dans cet article? Alors, l'article, vraiment, c'est un article qui a trait à la retraite. Quand un chef d'entreprise soumis à l'impôt sur le revenu, donc on parle ici de société soumise à l'impôt sur le revenu, cède à titre onéreux son entreprise individuelle ou les parts sociales de son entreprise, la plus-value peut être exonérée. Donc, on parle bien d'exonération de plus-value. En fait, faites attention au terme. Je parlerai d'exonération de plus-value, je parlerai aussi d'abattement sur les plus-values. Ce n'est pas toujours la même chose. Donc là, je parle ici d'exonération. La plus-value est exonérée. Déjà, il faut savoir, ce texte concerne les sociétés commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles. Ce texte concerne les chefs d'entreprise qui veulent partir à la retraite. Qu'est-ce que nous dit? Tout d'abord, première condition, il faut avoir exercé son activité durant au moins 5 ans. Donc, il n'est pas question d'acheter un fonds de commerce aujourd'hui et de 3 ans après partir à la retraite. Il faut avoir exploité son activité durant au moins 5 ans. Deuxièmement, il faut que ce soit une cession à titre onéreux. Quand il s'agit de cession à titre gratuit, il y a un autre texte de loi qui fait référence. Mais les cessions à titre gratuit, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est encore un chapitre relativement long. Mais sachez que ça existe. Alors, deuxièmement, il faut céder toute l'entreprise ou céder l'intégralité des parts sociales. On ne peut pas céder un petit bout. Par contre, pour favoriser le départ à la retraite, on nous dit on peut étaler la cession de l'intégralité des parts sociales sur 24 mois. C'est ce qui se fait en général. Chez une entreprise qui veut partir à la retraite, ce qu'il fait, il prend ses collaborateurs, un associé, à qui il cède progressivement ses parts. L'idée, c'est qu'on ne peut pas étaler plus de 24 mois. 24 mois, c'est quand même 2 ans. Alors, bien entendu, je vous dis qu'on parle de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, donc les SNC, les CRL de famille, société civile, etc. Deuxième condition fondamentale, le dirigeant doit faire valoir son droit à la retraite et cesser toute activité d'entreprise. Mais il doit cesser son activité au moment de la cession. C'est en rapport avec la retraite progressive pendant 2 ans. Voilà, tout à fait. Et le cédant ne doit pas posséder plus de 50% de l'entreprise qui rachète les parts. C'est-à-dire, en fin de compte, il faut qu'il se retire. L'idée, c'est que vous partez à la retraite et vous ne restez pas majoritaire d'entreprise. Vous ne recréez pas une autre entreprise. Vous partez progressivement. Par contre, si vous cédez une SRL de famille, il ne faut pas que plus de 25% du capital de cette SRL de famille, où vous êtes 75%, soit tenu par une très, très grosse entreprise. Sinon, ça force un peu l'idée générale de la loi qui est de dire favoriser les petites entreprises. Bien entendu, alors, ce qui est bien aussi, si avant de partir à la retraite, vous avez mis votre fonds de commerce en location-gérance, le système fonctionne aussi. Je ne suis pas exploitant direct, mais je loue mon fonds de commerce. Donc, je peux céder les parts de ma société qui est propriétaire du fonds de commerce, bien que ce ne soit pas moi l'exploitant en direct. C'est intéressant. Alors, par contre, qui dit exonération dit obligation déclarative. Bon, déjà, il faut tout d'abord faire un courrier sur papier libre, préciser que vous souhaitez bénéficier des dispositions de l'article 151 septième du CGI. Bien. Il faut indiquer la date de session de vos parts. Alors, si c'est plusieurs sessions, c'est la date de plusieurs sessions. Et vous prenez l'engagement, ça c'est aussi fondamental, de faire valoir vos droits à la retraite dans le régime de base. Le régime de base, je me lève à la définition. La dernière fois. Là, c'est quand même important. Donc, c'est un système qui est intéressant et malheureusement, qui ne concerne que les entreprises soumises à l'IR. Nous, 90% de nos entreprises en France ne sont pas soumises à l'IR. Donc là, cet article concerne surtout les professions libérales. Les professions libérales qui sont soit à titre individuel,
soit sous forme de société soumise à l'IR. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Première étape. Donc, ça, c'est l'article 151 septies du CGI. Nous avons un deuxième article qui est le pendant de l'article 151, l'article 150 du CGI. Là, qui concerne les sociétés soumises à l'IS. Donc, ça, c'est très bien. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chef d'entreprise qui veut partir à la retraite, eh bien, il va céder ses parts. Très bien. Mais là, on ne parle plus d'exonération de plus-value, on parle d'abattement sur la plus-value. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'idée, c'est quoi, en fin de compte? C'est que quand vous allez... Le législateur se dit, une petite entreprise, petite entreprise libérale, la plus-value ne sera pas importante. Un médecin, sa clientèle, ce n'est pas 600 000 chiffre d'affaires par an. Donc, la plus-value est relativement faible. Une entreprise, ça peut porter des millions, c'est sur une part d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Très bien. Vous allez céder votre entreprise, mais je vous offrirai un abattement à hauteur de 500 000 € sur la plus-value. Voilà, donc c'est un abattement de 500 000 € quand vous cédez vos parts sociales. C'est alors, déjà, pour bénéficier, il n'y a que le dirigeant qui peut bénéficier de cette exonération, de cet article. Le simple porteur de parts ne peut pas en bénéficier. J'ai créé une SARL, j'ai pris un gérant salarié pour gérer, je vends les parts de cette SARL, ça ne marche pas. C'est le vrai dirigeant, c'est le gérant. Donc, il faut être gérant et propriétaire des parts sociales. Ou dirigeant, dirigeant, puisque ça porte aussi sur les sociétés anonymes. La cession doit avoir lieu à titre onéreux, donc il n'y a pas de prix de vente, soit des actions si on est en société anonyme, soit des parts sociales, plus de 3 formes de société. Le dirigeant doit faire valoir la retraite dans les 2 ans avant, après la cession. Alors, c'est quand même intéressant. Là, vous pouvez préparer votre départ. Je sais que je partirai dans 2 ans. Je peux déjà vendre mes parts aujourd'hui et bénéficier de l'exonération, de l'abattement, pardon, abattement, j'insiste. Donc, ça permet d'anticiper un départ. Je sais que je suis parti aujourd'hui, je n'avais rien prévu, je suis parti. J'ai fait mon régime de base, mon dossier a été monté et j'ai un repreneur. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vends mes parts sociales. Ma plus-value, si je ne fais rien, sera taxée. Mais, on me dit, j'ai encore 2 ans après avoir vendu une part sociale pour bénéficier de l'exonération. Donc, au moment de la cession, je déclare mon revenu, je déclare ma plus-value et je fais une option, comme un dispositif, en disant, j'ai vendu mes parts sociales à tel prix, j'ai fait tel montant de plus-value, mais je veux bénéficier des dispositions de l'article 150 du CGI. Et là, à ce moment, je peux en bénéficier. Bien entendu, ce sont les mêmes conditions qu'avant. Je suis en mesure de démontrer que je peux vraiment activer mes droits à la retraite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, pour éviter les abus, je serais tenté, moi, d'acheter une entreprise 3 ans avant le départ à la retraite. J'achète une entreprise, j'exploite et je revends. Mais non, on vous dit, il faut avoir détenu au minimum 25% des droits de la société durant au moins 5 ans avant la cession. Donc, il faut avoir été impliqué durant au moins 5 ans. Bien entendu, il s'agit d'une petite PME au sens européen du terme. Une petite PME, une PME au sens européen du terme, je vous dis comme les critères. Moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Bon, en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui dépassent ces seuils. Une entreprise qui répond, qui coche les 4 cases, les 3 cases, il n'y en a pas beaucoup. C'est la définition d'une PME, petite et moyenne entreprise. Les grandes entreprises, au sens fiscal, c'est la Banque Total, Orange. Vous voyez, en Guadeloupe, le tissu, c'est des TPE et des PME.
Donc, 99% d'entreprises en Guadeloupe peuvent bénéficier de ce dispositif. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Puisque vous partez à la retraite, il n'est pas question que vous restiez dans l'entreprise à qui vous avez cédé vos parts. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus de 50% du capital dans l'entreprise qui rachète vos parts. C'est-à-dire que si je vends mes parts à M. A et M. A crée une entreprise, je ne peux pas rester dans l'entreprise à plus de 50%. Je peux rester à 49%, mais pas à 50%. Et il ne faut plus que je sois dirigeant. C'est quand même cohérent. C'est la deuxième piste. Alors, je ne vous fais pas tous les cas particuliers qui existent. Parce que quand vous prenez l'article 150, dans le Code général des impôts, il fait 4 pages. Là, ce sont juste des pistes, des portes que j'ouvre. J'ouvre juste des portes et dont il faudra s'en souvenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, bien évidemment. Très bien. Donc, ensuite, c'est tout dit sur l'article 150. Alors, là, nous allons aborder un troisième article. L'article 238 quin des sièges du CGI, qui a trait de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de part d'une PME. Là, ça concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu. Premier article concerne que l'IR. Deuxième article concerne que l'IS. Troisième article concerne l'IS et l'IR. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous faites une cession, on n'est plus dans le cadre vraiment de la retraite. On parle de cet article parce que beaucoup d'entreprises qui pensent partir à la retraite utilisent cet article. Je pense partir à la retraite, je peux utiliser cet article. Mais je peux l'utiliser aussi quand j'ai à peine 40 ans. Ce n'est pas gênant, ce n'est pas lié à l'âge. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Les plus-values réalisées lors de la transmission d'entreprise individuelle ou une branche complète d'activité peuvent être exonérées totalement ou partiellement si le prix de vente des éléments cédés ne dépasse pas 500 000 euros. Là, ou 1 million d'euros, dans le cas. Alors, on va développer cette notion. Nous parlons ici de prix de cession. Donc, la plus-value est exonérée à condition que le prix de cession ne dépasse pas 500 000 euros. Donc, une entreprise soumise à... Vous êtes propriétaire de part sociale d'entreprise. Vous vendez vos parts sociales 450 000 euros, ça peut être exonéré. C'est intéressant quand vous créez votre propre société. Vous partez d'un capital très faible, avec 10 000 euros, 10, 20 ans après, vous pouvez avoir 25 000 euros. Eh bien, votre plus-value ne sera pas taxée. Si le prix de vente est compris entre 500 000 et 1 million, eh bien, il y a un abattement sur l'exonération de la plus-value. Un abattement sur l'exonération. La part exonérée sera abattue. Plus vous vous approchez d'1 million, moins l'abattement sera fait. Alors, j'ai fait le calcul. Si vous vendez pour 600 000 euros de part sociale ou de biens, votre plus-value sera exonérée à hauteur de 80%. Et que 20% sera taxé. Si vous vendez de mémoire 800 000, 900 000 euros, vous êtes très proche de zéro, l'abattement sera de 20%. Et 80% de la plus-value sera taxée. Bien entendu, alors c'est intéressant. Je vends ma boîte 500 000 euros, 600 000, 700 000 euros, il y a une grosse partie de ma plus-value qui est exonérée. Cela permet aussi de partir à la retraite si on n'a rien préparé. Parce que vous avez vu, les deux premiers articles avaient des critères de durée d'exploitation. Oui. Là, on vous dit simplement, vous pouvez avoir cette durant 5 ans, ça c'est obligatoire. Donc, chaque une boîte aussi aux enchères, pour encher, au bout de 2 ans, tu la revends. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir exploité durant 5 ans, mais ça vous permet aussi éventuellement de partir à la retraite de manière intéressante. Oui. Vous faites une différence entre cession et transmission? Non. Non. La vente de parts. Alors, la vente de parts. On parle de cession à titre onéreux au
transmission à titre onéreux, mais on parle surtout de transmission à titre gratuit. Cession qui dit cession générale, il y a un prix de vente derrière. Transmission, il peut ne pas avoir de prix de vente. Ok. On peut transmettre à titre gratuit une entreprise. Bon, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un long débat, mais une transmission à titre gratuit, ben, on valorise quand même le bien, mais on ne paie pas d'impôt sur la plus-value. C'est exonéré aussi. Donc, si vous voulez transmettre à vos enfants quand vous avez 65 ans, vous transmettez une transmission à titre gratuit. Vous payez donc des droits de mutation, mais la plus-value n'est pas imposable. Alors, bien entendu, toujours classique, ce dispositif ne s'applique qu'aux petites entreprises, qu'aux PME. Le cédant ne doit pas exercer la direction effective de l'entreprise cédée, ne doit pas détenir plus de 50% des droits de vote dans les bénéfices de la société pendant au moins 3 ans. Alors, avant, on vous disait, dans les anciens textes, celui de 3 ans apparaît, de 3 ans apparaît systématiquement. Durant 3 ans, vous vous retirez de l'affaire. Vous ne dirigez pas. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais si vous vendez pour de jeunes agriculteurs, les seuils, ce n'est pas 500 000 et 1 million, c'est 700 000 et 1,2 million. Le même raisonnement, mais l'idée, c'est favoriser les jeunes agriculteurs qui s'installent. Pas d'autre à dire sur cet article, pas grand-chose. Je vais vous dire l'essentiel. Dans le pacte du Treuil. Le pacte du Treuil, c'est un dispositif qui consiste en quoi? Relativement simple. Le principe du pacte du Treuil, la philosophie du pacte du Treuil est relativement simple à comprendre. C'est une exonération de 75% des droits de donation de succession sur les titres d'une société opérationnelle. Le principe. Vous faites une donation à vos enfants de vos parts sociales. Ben, 75% de la donation ou de la succession échappe à l'imposition, mais à condition de respecter un certain nombre de choses, d'engagements. Je vais dire qui est concerné. L'exonération s'applique aux héritiers et aux donataires d'un associé dirigeant qui reçoivent des parts aux actions de société, exerçant une activité économique, commerciale, etc. À condition que le défunt donateur respecte un engagement collectif de conservation. C'est-à-dire qu'il y a 2 engagements à prendre. Alors, on peut mettre le schéma, je vais le commenter juste après. Bon, ce n'est pas très visible, donc pas grossir. Bon, dans le diaporama, vous aurez le schéma. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que celui qui est le propriétaire des parts, première étape, premier étage, il prend un engagement de conserver ses titres durant au moins 2 ans avant la transmission de ses parts à ses donataires. Le donateur, d'accord, pour le futur défunt, parce que ça marche aussi en matière de succession, prend l'engagement de conserver ses titres durant 2 ans avant de transmettre ses parts. Alors, ce qu'on appelle l'engagement collectif. Alors, si c'est une entreprise, il est quasiment seul. Il peut prendre ce qu'on appelle un engagement unilatéral de conservation de titres. S'il n'a pas la majorité, s'il n'est pas seul, l'ensemble des associés ou une partie des associés prennent cet engagement collectif qui consiste à conserver les titres durant 2 ans. L'engagement doit porter sur, alors c'est important ces critères, 17% des droits financiers, des droits dividendes, et 34% des droits de vote. En général, les droits de vote égale aux droits financiers. Mais dans notre société, les droits de vote et les droits financiers c'est pas la même chose. Il y a des actions qui donnent plus de dividendes qu'une autre action. Dividendes, actions prioritaires, etc. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'actions que l'on a, si par exemple il y a quelqu'un qui a 10%, l'autre qui a que 5%, le vote de celui qui a 10 compte plus que celui qui a 5, c'est ça? Non, c'est pas comme ça. OK. Quand on crée la société, on va dire, on crée une société tous les deux. Oui. Vous apportez, j'ai besoin de fonds durant 5 ans. Oui. Vous allez m'apporter des fonds, mais par contre, dans mon capital, durant 5 ans, vous mettez disons 100 000 €, mais vos actions vous vont donner droit à plus de dividendes que les miennes. D'accord, OK. En fait, ça s'appelle des actions dividendes prioritaires. D'accord, OK. C'est le contrat que nous signons. Okay. Et au bout de 5 ans, vous me revendez vos parts.
et on retourne dans le schéma normal. D'accord. Ça permet d'inciter les gens à venir dans une entreprise. On appelle le capital risque. Je rémunère le risque que vous prenez. Donc, alors, l'engagement collectif, le propriétaire au départ s'engage à conserver le titre durant 2 ans. Parallèlement, alors, c'est important dans notre cas parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont dirigées par des holdings. Et au holding, il y a une personne physique au-dessus de la holding. Ça marche aussi. Si entre le donateur, donc le propriétaire en haut, la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation des titres, on peut avoir une holding. On peut avoir même 2 holdings, 2 niveaux d'interposition. Enfin, il y a une holding qui possède des holdings. Et ces holdings possèdent des filiales. Oui. Celui qui est en haut, s'il y a 2 niveaux d'interposition entre lui et les sociétés filles, le système marche aussi. Du côté des héritiers ou des donataires, eux, ils s'engagent à conserver leur titre 4 ans après avoir reçu les titres. Important. Ils s'engagent aussi à exercer une fonction de direction pendant au moins 2 ans. Alors, je ne vais pas écrire ici. Dans l'ensemble des donataires, il faut que l'un au moins des donataires exerce la fonction de dirigeant. C'est-à-dire que je vais donner des parts à des enfants. J'ai 5 enfants. Je saurai que ma plus-value sera exonérée. Non, ma cession sera exonérée de droits de donation. Et mes 5 enfants, il y a au moins l'un d'eux qui va s'engager à diriger l'entreprise. Les 5 donataires ne sont pas obligés de diriger l'entreprise, mais au moins un d'eux. Et il faut qu'ils dirigent l'entreprise durant au moins 4 ans. Ça, c'est important aussi. Non, durant 3 ans, je suis trompé, durant 3 ans. Conserver les titres durant 4 ans et diriger pendant au moins 3 ans. Alors, c'est très important en fiscalité. Il y a beaucoup de petits chiffres comme ça, à ne pas confondre. Bon, je vous dispense de la notion d'usufruit parce qu'en compliquant un peu, on peut donner les parts en démembrement, c'est-à-dire je donne la nue propriété, je garde l'usufruit. Et ça marche si moi je garde l'usufruit, que si mon usufruit me permet de participer au vote sur les discussions de dividendes. Dans l'outre-mer, le parent qui reste dans l'entreprise, il pourra continuer à toucher les dividendes. La nue propriété transférée. Ça, c'est important. Alors, ce qui est intéressant aussi, la dernière ligne. Alors, on revient en arrière. La dernière ligne. Ah. Bon. On nous dit que l'exonération est cumulable avec la réduction des droits de donation. Donc, si le donataire, au moment de la transmission des parts, est âgé de moins de 70 ans, c'est-à-dire bénéficier d'une réduction de droits de donation sur les 25% restants, de 50% encore. Donc, vous êtes taxé. Votre donation, c'est évalué à 25%, parce qu'il y a un abattement de 75%. Sur les 25%, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% à condition que le donateur, donc celui qui donne les parts, soit âgé de moins de 70 ans. Moins de 70 ans. Ah oui. C'est-à-dire qu'on estime que 70 ans est encore jeune. À 70 ans, vous n'aurez pas droit à la réduction de 50%. Donc, dans une stratégie patrimoniale, c'est intéressant de savoir comment ça sera articulé. Alors, bien entendu, on précise aussi quelque part dans le texte de loi qu'il s'agit de sociétés opérationnelles, de sociétés civiles. Sociétés de gestion de patrimoine, ça ne marche pas. Vraiment, c'est favoriser l'économie. Donc, c'est une société opérationnelle, une société qui produit. Une société de gestion de patrimoine, une société civile, ça ne marche pas. Par contre, une société holding d'animation de groupe, avec une vraie animation, ça marche. Ça, c'était à quel ça deux petites secondes dans mes notes. Alors là, nous allons aborder. Nous avons fait les 4 premiers points. Nous abordons maintenant le plan épargne retraite. Alors, le plan épargne retraite, c'est quoi?
Ça prend ton nom. Faire des économies en vue de la retraite. Plan épargne retraite. Alors, le plan épargne retraite, c'est un système de retraite supplémentaire. Ça vous donne des revenus supplémentaires. C'est bien ça, je contre le à cette fois-ci. En opposition à la retraite de base, la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire. Donc, le plan épargne retraite, c'est déjà un acte volontaire et personnel, j'ai envie de te dire, en 90% des cas. Les plans épargne retraite peuvent être mis en place dans l'entreprise en accord collectif. Mais tout individu peut aller voir sa banque ou un organisme financier et dire je veux ouvrir un plan épargne de retraite individuel. On distingue 3 types de plans épargne retraite. Le PER individuel, le PER collectif, le PER obligatoire. Individuel, c'est quand n'importe qui va voir son banquier, dit je veux ouvrir un plan épargne retraite. Deuxième collectif, c'est-à-dire que l'entreprise crée un plan épargne retraite collectif et chacun abonne le plan épargne retraite collectif, comme il veut. L'employeur met aussi un bout. On va vous dire, si vous mettez 100, je mets 100. Si vous mettez 200, je mets 200. Et le plan épargne retraite obligatoire, là, il est un peu plus contraignant, mais il produit des avantages. Il peut être mis en place soit par décision unilatérale chef d'entreprise, soit par un accord collectif d'entreprise. En général, je ne change pas des détails techniques parce que la fiscalité de chaque type de plan est différente. Alors, là, je vous dis encore une chose, mais je vous donne les grands principes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comment ça fonctionne un plan épargne retraite? Vous économisez. Au moment de la retraite, vous faites valoir vos droits dans le régime de base. Ensuite, vous allez voir celui qui gère votre plan épargne retraite. Vous dites, je veux récupérer mes sous. Alors, il y a 2 types de sorties pour un plan épargne retraite. Soit vous sortez en capital, on vous donne toutes les sommes que vous avez épargnées. Il faut que je précise quelques uns. Durant la phase d'épargne, les sommes mises sur le plan épargne retraite viennent en minoration de vos revenus imposables. C'est ça le gros avantage. C'est-à-dire que si vous gagnez, je dis n'importe quoi, sous l'année, 50 000 € et que vous avez mis 20 000 € en plein épargne retraite, votre impôt sur le revenu sera calculé sur les 30 000. C'est bien. Oui. Alors, il y a des plafonds. Il y a des plafonds. Alors, le plafond d'épargne. Alors, je vous dis, le plafond d'épargne, et comment il est calculé? Il est calculé de la manière suivante. Le plafond est égal au plus élevé de 2 montants suivants. Je vais le lire parce que c'est un peu technique. 10% des revenus, avec un maximum de 37 094 € ou 4 634 €. Si je gagne 100 000 €, 10% de 100 000, 10 000, je peux. Si je gagne 500 000 €, 10% de 500 000, je suis plafonné à 37 000. Sinon, je peux déduire fiscalement de mes revenus 4 600. Si je gagne 20 000 €, 10% de 20 000 €, c'est 2 000, je peux déduire, même si bien quand même, je peux déduire 4 600 € de mes revenus imposables. Un autre avantage du plan épargne retraite, c'est qu'on cumule les plafonds de 3 dernières années. C'est 10% des revenus, on prend 10% sur 3 ans, et après, ça fait un cumul. Donc, je peux très bien ne pas épargner une année N, et mon plafond de l'année N va se cumuler avec mon plafond de l'année N plus 1. Alors, mais c'est écrit sur votre avenue d'imposition en général. Oui, c'est écrit. Ne vous prenez pas la tête, c'est écrit plafond PER, et c'est écrit. Même quand. Oui, même si vous n'avez pas de PER. Pour inciter à faire. Oui. Donc, donc, je disais, donc à la sortie, soit vous sortez, vous épargnez toute votre vie. Alors, une chose qu'il faut savoir aussi, une fois qu'on a créé le plan épargne retraite, on ne peut pas récupérer ses fonds avant la retraite. C'est un abus de langage de dire comme ça, puisqu'on peut récupérer, mais vous perdez tous les avantages. Parce que l'organisme qui gère les fonds, il prend des frais de gestion. Alors, si vraiment vous êtes coincé, vous pouvez dire je veux récupérer mon argent. Mais
vous n'aurez aucun avantage. Il y a des cas de force majeure. Oui. Ah. Alors, la retraite anticipée est possible dans certains cas. Achat de la résidence principale, invalidité, alors c'est écrit quelque part ici, invalidité, décès du conjoint, etc. Prenez le texte de loi. Quand vous vous retrouvez dans une situation très difficile, si vous êtes handicapé, on ne vous dira pas, ben, oui, vous pouvez sortir de manière anticipée. Non, vous ne sortez pas du plan. Les sommes sont bloquées. À la sortie du plan épargne retraite, vous sortez en rente ou en capital. Si vous sortez en rente, si vous sortez en capital, la somme sera imposée. Si vous sortez en rente, vous serez aussi imposé d'une manière. C'est très technique, je claque là-dessus, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer après, mais je ne vais pas monopoliser toute une heure là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a des plafonds de rente, c'est assez technique. Mais l'impôt que vous n'avez pas payé durant la phase d'épargne est reporté de moindre mesure durant la phase de retraite. Mais ce n'est pas grave, puisque à la phase de retraite, vos revenus vont baisser. Donc la pression fiscale sera moins forte sur vous. C'est ça aussi la logique du plan épargne retraite. Quand vous, au lieu de payer de l'impôt à 40%, 45% durant la phase de votre vie active, les sommes du plan épargne retraite seront imposées peut-être à 10, 15, 20% durant la phase de retraite. Donc, vous serez quand même imposé avec des critères, la manière dont vous avez versé l'argent durant la phase d'épargne, si c'était un plan épargne collectif, si c'est un plan épargne obligatoire, c'est une usine à gaz. Si je rentre là-dedans, déjà, je pose des difficultés à vous expliquer tout ça. Et deuxièmement, on y sera encore à midi. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais quoi qu'il en soit, le plan épargne retraite, c'est un dispositif très intéressant. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut y penser sérieusement dès l'âge de 45 ans. Ouais. 45, c'est l'âge idéal. Vous commencez à épargner durant 15 ans. Même des petites sommes. Ouais, des petites sommes. Vous mettez 10 000 € par an sur votre prépa. 4 000 € par an. Vous mettez 400 € par mois. 10 000 €, c'est bon pour qui meurt. Non, mais 400 € par mois, ça vous fait une petite épargne. Alors, vous êtes content de l'avoir. Petite question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs PER? C'est-à-dire si on a un PER collectif, par exemple, est-ce qu'on peut en avoir un en individuel? Dans une entreprise? Si. Je ne sais pas, c'est une question. Oui, mais à condition toujours de ne pas dépasser les seuils. Les montants. Oui. C'est d'accord. Oui, On va en avoir c'est plusieurs. possible. Oui, c'est possible. Et le dernier dispositif dont je voudrais vous parler, c'est l'étalement de revenus exceptionnels. Alors, le principe, c'est quoi? Il y a un article du CGI qui vous dit, quand vous recevez une somme, un revenu exceptionnel une année, vous pouvez l'étaler, vous avez l'imposition de cette somme sur 4 ans. Alors, c'est quoi un revenu exceptionnel? Un revenu exceptionnel, c'est un revenu qui n'est pas susceptible d'être recueilli chaque année. Un revenu exceptionnel, c'est un revenu qui n'est pas susceptible d'être reconnu chaque année, n'est-ce pas? Merci. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que on ne va pas vous taxer à 45% sur un revenu exceptionnel. On vous dit, mais vous avez la possibilité d'étaler sur 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on revenu? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, un revenu exceptionnel, il est exceptionnel par nature et par son montant. 2 critères cumulatifs. Parmi les revenus exceptionnels, il y a les gratifications exceptionnelles versées à un salarié. Je ne sais pas, votre employeur, au dit par la retraite, vous donne une prime de 10 000 €. Ou encore, vous avez été licencié et vous avez peut-être entré dans des parachutes. 500 000 €. Ça existe quelquefois, un licenciement, de négocier pour 500 000 €. C'est de licenciement. Ce revenu exceptionnel, je l'ai vu, c'est vraiment bien. Mais imaginez, vous gagnez 500 000 € de licenciement, et à côté de ça, vous perdez 45% en impôt sur le revenu. Donc, on vous dit sur le revenu, vous voulez l'impression de étaler sur 4 ans. Alors, parmi les revenus exceptionnels qu'on trouve souvent, que je vois souvent, les distributions de réserve par une société. C'est-à-dire, j'ai ma société, qui est thésaurisée, je trouve un repreneur, mais il n'a pas les moyens d'acheter la société à sa véritable valeur.
qu'est-ce que je fais? Je me fais une inscription de dividende. À ce moment, j'ai un gros revenu. Et qui serait imposable si je ne fais rien. Donc, je peux demander l'imposition de cette distribution de réserve. Alors, vous voyez, on parle aussi de plus-value lors des cessions de titres. Deuxième critère, c'est quoi un revenu exceptionnel par son montant? C'est un revenu qui ne dépasse pas, qui dépasse la moyenne des 3 revenus imposables des 3 années précédentes du foyer fiscal. Moyenne des revenus imposables des 3 années précédentes du foyer fiscal. Pas vos revenus, mais du foyer fiscal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand même un calcul simple à faire, mais soyons clairs, ce n'est pas que vos revenus comprennent. Comment ça fonctionne? Vous déclarez l'intégralité de cette somme sur votre déclaration 2042, dans une case bien précise. La case, c'est la ligne OXX. OK? Et vous demandez, de facto, ce que vous demandez, l'étalement de la plus-value, de l'imposition de cette somme. L'administration fiscale refait les calculs et c'est elle automatiquement qui va injecter dans vos tableaux d'imposition chaque année la quote-part d'impôt relative à cette somme. J'ai vu des gens vouloir bénéficier de ce dispositif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur somme, ils l'ont divisé par 4, ils l'ont divisé par 4, et c'est eux qui ont arrivés en 4 ans, la somme. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous déclarez 100% de la somme et vous demandez de bénéficier du dispositif. Bon, voilà. Alors, puisque je vous dis ce que j'ai écrit, ce système permet d'étaler la progressivité de l'impôt, puisque au lieu que votre impôt augmente de manière exponentielle, sans étaler réellement la déclaration. Vous déclarez une seule fois et vous êtes imposé sur 4 années. C'est ce que je voulais vous dire en 1 heure de temps. Très bien. Avez-vous des questions? Je ne suis pas rentré dans la technique fiscale volontairement. J'ai abordé 6 sujets aujourd'hui. Je n'ai pas abordé le sujet de la transmission à titre gratuit d'entreprise, aussi avec l'exonération. C'est un peu différent, un peu aussi technique. Nous sommes dans les délais? On est dans les délais. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais. Rester dans l'heure. Ok, alors moi, je me pose une question, c'est pour savoir, le plan épargne retraite, on est d'accord que c'est ouvert à tout le monde, même un salarié. Épargne retraite. Individuellement. Un individu? Oui, individuellement, ok, d'accord. Oui. Ok. Il ne demande pas à l'entreprise, il demande à un organisme financier. Ah oui, oui, non, oui, bien sûr, alors, oui, bien sûr. Oui, toute personne peut avoir un plan d'épargne retraite. Et il alimente comme il veut. Vous pouvez vous mettre une année de l'argent, l'année suivante, vous ne mettez pas, mais l'argent, c'est bloqué jusqu'à votre retraite. C'est ça le principe. Le dispositif, à mon avis, qui est sous-utilisé, alors que c'est un dispositif qui, pour les hauts revenus, c'est vraiment que je vais utiliser. Indispensable. C'est même indispensable. D'accord. Quand vous êtes conscient que la retraite, si vous ne faites rien, vous aurez 2 000 € de retraite. Oui, oui. C'est quasiment le maximum. Et 3 000 € aussi. C'est un maximum. Donc, vous passerez de 8 000 €, de 10 000 €, 15 000 € à 3 000 €. C'est un système classique. Oui. Donc, il y a toute une stratégie à mettre en place. Moi, j'insiste beaucoup. Il y a toute une stratégie à mettre en place. Il faut y penser, je dirais, à minima 6 ans avant. 6 ans avant date de souhaiter le départ. Parce qu'il y a des cas où il faut avoir exercé durant au moins 5 ans, avoir possédé durant au moins 5 ans. Les 5 ans, c'est le délai qui revient régulièrement. 5 ans avant la cession, avant la transmission, il faut déjà que vous ayez déjà toute votre dispositif, toute votre stratégie de départ à la retraite mise en place. Et il y a énormément de textes de loi. Alors, il y a encore un texte de loi que je ne vais pas parler, c'est le Conseil de l'entreprise individuelle. L'article 151, octiès ou septiès, octiès. L'exonération de la transformation d'entreprise individuelle dans des sociétés. Donc, on a le dispositif. Important dans le cumul emploi-retraite. Oui. Ah oui, il y a toute la stratégie. Ah oui, il y a aussi le cumul emploi-retraite. Je n'ai pas parlé volontairement. Tu veux que je fasse un point dessus? Voilà, j'en ai parlé dans ma conclusion,
Mais vas-y, un petit peu pour la Oui, juste sur les deux options qui on a parlé du premier webinaire, mais sur les deux options de prise de retraite, donc la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Donc évidemment, la retraite progressive, c'est sur les 2 ans. Vous avez décidé pendant 2 ans de prendre votre retraite. Donc vous allez travailler à temps partiel, vous touchez une part de votre retraite et vous continuez à cotiser. Ben, c'est pas bien. Ben, c'est bon là, ce bâtiment là. Ah, Un micro. il y a un micro. Et vous continuez donc à valider. Ce qui est important aussi dans ce retraite progressive, c'est que vous continuez à valider les trimestres. Pour le cumul emploi-retraite, ce qui est plus, tu en as parlé aussi, c'est que vous allez prendre officiellement votre retraite. Mais vous pouvez aussi reprendre donc une activité rémunérée tout en continuant à percevoir donc votre pension de retraite. Et pour bénéficier de ce cumul emploi-retraite, il y a quelques conditions. Donc avoir l'âge, atteindre l'âge minimum du départ à la retraite, avoir une retraite à taux plein et liquider toutes ces pensions de retraite en effectuant toutes les démarches nécessaires auprès des organismes de base complémentaires. Allez-y pour la question. Mais une question. Oui, allez-y, vous pouvez y aller. Bernard, on t'écoute. Bernard? Je sais, j'ai pas vu. J'ai vu que c'est Bernard. Oui, et donc, le cumul peut être total ou partiel. Ça dépend de votre implication au niveau de la société. Si vous continuez donc à exercer, donc tout change, j'ai bien écrit, toucher sa retraite et en même temps toujours être gérant de société, c'est possible. Que ça soit une activité bénévole ou de faible importance, ça, il n'y a pas trop de problématique. Mais si vous touchez une rémunération en dirigeant une société, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a des plafonds. Les dirigeants assimilés salariés ou les dirigeants travailleurs non salariés, il faut vérifier ces plafonds. Je vais donner un petit exemple. Si vous percevez, donc vous êtes à la retraite, pleine et entière, etc., et vous continuez à avoir une activité professionnelle en tant qu'artisan commerçant, vous ne pouvez pas dépasser les 50% du plafond annuel du PAS. Je rappelle que le PAS est à 46 368 €. Donc, ça veut dire la moitié. Vous ne pouvez pas dépasser 23 184 €. On va dire 23 000 € de revenus par an dans cette activité, dans cette continuité d'activité, tout en percevant votre retraite. Sinon, c'est le risque qu'on vous supprime la retraite. En fait. Oui. Bon, allez-y, on vous écoute. On écoute la question? Oui, bonjour à tous. Désolé, le micro était coupé. Alors, ce que je voulais savoir, donc si je vends mon entreprise par rapport les premiers folies que M. Claire avait expliqué au départ, là, donc je ne me rappelle plus par rapport à la cession de part de la société pour partir à la retraite et accompagner avant 5 ans. C'est avant 5 ans. On doit rester 5 ans dans l'activité pour pouvoir bénéficier. Totalement pour pouvoir bénéficier le droit du fait de. En général, pour pouvoir avoir le dispositif, il faut avoir exercé durant au moins 5 ans dans l'entreprise. Au moins 5 ans. Donc, du coup, ça concerne l'accompagnement de l'acquéreur. En fait, quand je dis l'acquéreur, la personne qui on a cédé les parts. Non, c'est 5 ans avant la cession. C'est 5 ans avant la cession. Et vous pouvez rester dans l'entreprise à condition de ne pas être majoritaire. Il ne faut pas être majoritaire, il faut être minoritaire et vendre et accompagner. En même temps, est-ce que dans ce cas-là, la négociation du salaire habituel, ça se fait avec la personne qui a racheté ou comment ça fonctionne? Si on a vendu, on a vendu. Il n'y a pas de négociation. On n'est plus chef d'entreprise, on devient salarié. On devient salarié. Le salaire se négocie avec lui. Avec lui. Une fois que vous avez vendu, c'est plus votre entreprise. Oui. Une fois que c'est vendu. Quand vous dites vendu, vendre, c'est vendre à 100% ou vendre au pourcentage que vous dites, je détiens à peu près 4%. Non. On peut étaler la cession sur 24 mois.
C'est-à-dire, on peut vendre 40% aujourd'hui, 40% dans un an et 20% dans un an et demi. Ah, OK, pour que ce soit 100%. Maximum 4 mois. 40, 40 et 20, ça fait 100%. Une fois qu'on a fait ça, on peut rester pour accompagner le repreneur, mais il ne faut pas qu'on soit dirigeant. Il ne faut pas être dirigeant, il ne faut pas avoir plus de 4% de capital. Donc, vous êtes là. Vous n'êtes pas dirigeant et vous êtes moins de 30%. Vous êtes forcément salarié. Oui. Sinon, vous faites du bénévolat. Vous voyez? Ouais. Donc, mécaniquement, vous perdez votre direction. Et ça, c'est la loi. Oui, logique. Mais c'est un dispositif qu'il faut savoir. Alors, juste pour conclure, quelques conseils pratiques aussi pour éviter le stress. C'est bien qu'on peut revenir sur de diminuer. Qu'est-ce qu'on vous dit dans tous les livres sur la retraite? Être propriétaire de sa résidence principale. Ça évite d'avoir à subir les expulsions, pas les expulsions, mais les reprises de logement. Si vous êtes locataire, votre propriétaire peut à tout moment reprendre son logement pour juste un motif. Juste un motif, il peut récupérer pour l'occuper lui-même. Il y a des conditions, un propriétaire pour reprendre ses biens. Quand vous êtes propriétaire, vous êtes sécurisé. Vous n'allez pas subir l'augmentation des loyers, vous n'allez pas subir la reprise de votre logement par le propriétaire et le risque d'avoir à vous reloger dans un logement plus cher, parce que les loyers augmentent. Deuxièmement, évitez d'avoir des emprunts à titre personnel. Je vois trop de personnes aujourd'hui qui, à 60 ans, 55 ans, font des emprunts sur 15 ans. Et quand ils sont dans la retraite de 65 ans, il y a 5 ans d'emprunt encore remboursés, 10 ans d'emprunt remboursés. Quand votre revenu passe de 8 000 € à 2 000 €, vous ne pourrez pas rembourser un emprunt à 1 500 € par mois. Et 1 500 € par mois, ce n'est pas un emprunt excessif. C'est un emprunt sur 15 ans d'une maison à 300 000 €. Donc, ce n'est pas excessif. Mais nous allons le dire, essayez de faire la retraite progressive ou le emploi retraite pour partir de manière douce, je dirais, pour ne pas subir de plein fouet la baisse de revenus. Optimisez votre cession via les articles qui existent, le 151 septies, le 238 sièges, le 150 O. Utilisez le pacte Dutreil. Ça, c'est un dispositif qui évite que vos enfants doivent payer des droits de donation quand vous mourrez, ou des droits de donation, des droits de succession quand vous mourrez, des droits de donation quand vous donnez, sans cadre juridique, sans cadre anticipé, je dirais. Donc, anticiper, alors j'aime bien cette phrase, anticiper, c'est sécuriser son niveau de vie et transmettre dans les meilleures conditions. C'est une phrase qui a été trouvée par Emma. Que j'aime beaucoup. Voilà, donc on vous a vraiment, sur les deux volets de ce séminaire en retraite, on vous a fait quasiment le topo de tout ce qu'il faut savoir pour commencer votre réflexion de la bonne condition. Bon, On est pas mal. on est pas mal. Non, je tenais à ce que les gens soient libres à 10 heures. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? on peut prendre 2-3 questions si vous voulez. Sur le, j'ai oublié le terme, une partie au sommet en temps partiel pour pouvoir Progressif. la retraite progressive. Oui, on vous enverra les questions. Ah, très bien. Ok, merci. Vous avez renseigné. D'accord. Voilà, donc merci d'avoir participé. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question, allez-y. Une question? Bon, très bien. Donc, on vous a présenté les principaux dispositifs fiscaux dont vous pouvez bénéficier avant votre départ à la retraite. J'insiste beaucoup, il ne faut pas y penser 2 ans avant, 1 an avant, il faut y penser 6 ans avant le départ à la retraite. À minima 6 ans. Donc, le temps de faire un pacte, de mettre en place le pacte Dutreil, ça prend du temps. Le pacte Dutreil, ce n'est pas un petit contrat qu'on fait en 3 minutes sur un bout de table.
Il faut réfléchir, il faut évaluer les parts, il y a vraiment tout le travail en amont à faire. Et alors, à qui vous donnez? On donne à qui? Est-ce que celui à qui on veut donner est prêt à s'engager? Parce que je veux donner à monsieur Intel, monsieur Intel, ça n'intéresse peut-être pas. D'autant plus que, n'oubliez pas que la plus-value, c'est vous qui la faites, la session. Oui, alors la question? Oui, bonjour. Alors, attendez, j'ai un souci. Je voulais savoir s'il y a un équivalent au pacte du Treuil pour les entreprises individuelles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet, comment valoriser son entreprise si on veut la céder? Comment ça se passe dans le cas de l'entreprise individuelle? C'est l'article 151 septies. Puisque l'entreprise individuelle est par définition soumise à l'impôt sur le revenu et l'exonération, elle est totale. Il n'y a pas de maximum en termes de plus-value. Mais il y a des conditions. Avoir exercé durant 5 ans, et avoir ses droits à la retraite dans les 2 ans avant, après le départ à la retraite, ne pas être majoritaire d'entreprises à qui vous avez vendu vos parts. Mais si vous vendez votre entreprise individuelle, la plus-value peut être exonérée. D'accord. Ok. Et comment valoriser l'entreprise à ce moment-là? Est-ce que c'est à voir avec un avocat, avec un expert comptable? Comment ça se passe? Alors, la valorisation d'une entreprise se fait avec un expert comptable. L'avocat a pour mission de mettre en forme au niveau juridique l'évaluation de l'expert. Mais un avocat ne pourra pas évaluer votre entreprise individuelle. Alors, évaluer l'entreprise en général, il y a plusieurs techniques d'évaluation. Il y a une petite dizaine de techniques qui existent. En fonction de l'entreprise, de la taille, il y a on choisit des critères d'évaluation, des méthodes d'évaluation. Ça va la plus simple, la valeur nette comptable, c'est le plus simpliste. Pour la valeur de rentabilité, valeur actuelle, valeur de rentabilité. Bon, il y a une dizaine. Sincèrement, je passe ça en tête. La méthode du goodwill. Ok, donc expert comptable en fait, de toute manière. Bien souvent, dans l'entreprise individuelle, le fonds de commerce n'est pas valorisé. Donc, il faut valoriser votre fonds de commerce. Donc, il y a des techniques d'évaluation d'un fonds de commerce aussi. Il y a des plus-values latentes. Les immeubles que vous avez achetés il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils ne valent peut-être pas le même prix aujourd'hui. Or, dans votre bilan, il est valorisé au coût historique. Donc, un immeuble que vous avez acheté il y a 10 ans, 100 000 €, il peut valoir 500 000 € au moment du départ à la retraite. Donc, tout ça. Alors, je précise aussi, les immeubles qui sont concernés par l'exonération de plus-value, ce sont des immeubles qui servent à l'activité opérationnelle. Si vous avez fait un investissement de placement, que vous avez logé cet investissement dans votre entreprise individuelle, la plus-value sur cet immeuble de placement n'est pas exonérée. Bon, je ne l'ai pas dit, mais il faut le savoir. Je n'ai pas tout dit aujourd'hui. Mais attention, les immeubles, c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec précaution. Mais c'est un peu normal, on vous dira pas, on va exonérer une plus-value sur un immeuble, une maison que vous avez achetée, alors que cette maison n'est pas nécessaire pour l'activité. Très bien. Il y a 2 questions. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre présence, pour les interactions qu'il y a eu également. On vous donne du coup rendez-vous le 20 juin pour le déjeuner de l'entrepreneur qui aura pour thématique, qui sera le point final finalement de cette série de rencontres sur la thématique de la retraite. On sera en présence du coup de la CGSS et de la CGRR, donc les acteurs principaux, j'ai envie de dire, quand on parle de retraite. C'est important parce que donc là, on a parlé de retraite de base, de retraite complémentaire, de retraite supplémentaire, mais il faut savoir que déjà, pour s'assurer d'avoir une retraite de base, il faut avoir une carrière, un relevé de carrière clean.
Et on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas et que c'est souvent ce qui pose problème, que c'est souvent ce qui rallonge aussi les délais de traitement par rapport au dépôt de vos dossiers de retraite. Donc, c'est important de voir ça avec la CGSS qui sera présent du coup à ce déjeuner et qui du coup nous parlera de son mode de fonctionnement, de ses missions et de comment est-ce qu'il peut nous accompagner. On vous réserve aussi une petite surprise parce qu'on a réussi à négocier pour nos adhérents du coup un traitement de faveur, on va dire, avec la CGSS. Donc, voilà, tout ça vous sera présenté et annoncé durant ce déjeuner d'entrepreneurs qui aura lieu, du coup, le 20 juin au Van Cleef, à partir de 12h30. Voilà. 12h30. Le déjeuner, c'est de 12h30 à 14h30. 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 C'est pour votre agenda. Donc, je cite beaucoup hors de départ. Donc, Voilà. voilà, on s'en rend pas compte, c'est un sujet qui a l'air de toucher les personnes qui sont proches de la retraite, mais comme vous le constatez, finalement, il faut s'y prendre assez tôt et plus tôt on s'y prend, mieux on est préparé et plus sereinement, du coup, on s'en va profiter du travail qui a été effectué pendant de longues années. J'insiste beaucoup. Tous les délais qu'on vous a donnés, ce sont des délais minimums. Le pacte du Treuil, conservation durant 2 ans minimum. Il n'y a rien d'interdit de faire un pacte du Treuil aujourd'hui avec une fin de pacte dans 5 ans. Mais vous ne pourrez pas bénéficier du dispositif si l'engagement collectif n'est pas minimum de 2 ans. Donc, plus tôt on rentre dans les dispositifs, mieux c'est. Je vous remercie. Je vous vois alors, je crois qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore membres du MEDEF que j'ai invitées. Donc, je leur dis franchement, je les invite à venir au déjeuner, mais ils ne pourront pas bénéficier du traitement de faveur. Non, mais vous pourrez déjeuner avec nous et puis nous Volontiers. rencontrer et ça vous donnera envie du coup de nous rejoindre. Bernard, tu es invité. Je suis pas. Tu es invité le 20. Tu seras mon invité. OK. Merci. Demain, à 8h, c'est ça? C'est un ami. Le 20 à 12h30, le 20 juin à 12h30. Au 28, à côté du bureau. OK. Juste à côté du bureau. Mais vous recevrez, les informations seront diffusées bientôt, vous pourrez vous inscrire en toute autonomie, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK. Merci, beaucoup. merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.